à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un ami pour ma première interview sur ma chaîne, fondateur de l'ADE, donc Association de défense des élèves et des étudiants. Il fait partie des organisateurs des manifestations avec Florent Philippot depuis quasiment 2 ans contre le Covid, et je voulais aborder avec lui aujourd'hui le thème de la jeunesse et des étudiants qui ont pas mal souffert. Guillaume, comment vas-tu? Et ça va très bien, et toi? Eh bien, écoute, très bien. On est à 2 jours, du vote. Comment tu vois justement le vote de dimanche? Est-ce que Marine Le Pen peut créer une surprise? On peut toujours rester optimiste, même si c'est objectivement mal parti. Ça partait déjà mal avant le débat du second tour. Je pense que le débat du second tour n'a aidé au final aucun des deux candidats, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Donc ça me semble compliqué pour dimanche. Après, on n'est pas évidemment pas à l'abri d'une surprise quand on sait la haine que peut provoquer Emmanuel Macron pour beaucoup de Français. Donc est-ce que le barrage contre l'extrême droite sera suffisant? On peut se fier aux sondages. Les sondages valent ce qu'ils valent, mais si on les suit, ça risque d'être compliqué de gagner, mais faut rester optimiste. Est-ce que tu ne penses pas que l'arrogance qu'a montré Macron lors du débat contre Marine Le Pen peut peut-être inciter les 25% de gens qui n'ont pas été votés au premier tour et une partie de l'électorat de Mélenchon, même une partie de l'électorat d'Éric Zemmour, parce que on voit bien que les Zemmouriens ne vont pas tous aller voter, et même certains vont voter Macron. Est-ce que justement de cette remontée aussi arrogant peut peut-être les faire changer d'avis ou les faire bouger? Ce qui est sûr, c'est que l'attitude qu'il a eue, donc extrêmement arrogante durant le débat du second tour, ça a influencé une partie des gens qui se préparaient pour aller voter pour lui. Ça a démotivé pas son électorat de base, qui est un électorat qui incarne objectivement l'anti-France, qui de toute façon se moque d'être arrogant, puisqu'ils peuvent se le permettre de par leur situation économique ou de par simplement le fait que leur candidat ait été élu en 2017. Je pense, et on l'a vu sur des réactions sur les réseaux sociaux, même de gens qui s'apprêtaient à voter Macron, que son attitude a surpris beaucoup de gens et a déstabilisé une partie de son possible électorat. Donc le problème, c'est que cet électorat, les électeurs qu'il a perdus, ils ne vont sûrement pas se tourner vers Marine Le Pen, ils se tourneront donc soit vers l'abstention, soit vers le vote blanc. Et malheureusement, c'est pas ce dont on a besoin pour que Marine Le Pen gagne. Oui, parce que il faut le rappeler, voter blanc ou ne pas aller voter, c'est voter pour Macron directement. C'est qu'il y en a certains qui ont du mal à comprendre ça, parce que si dans les 25% d'abstentionnistes, 5-6% se décideraient enfin à aller voter, ça pourrait vraiment faire changer la donne. Ah, mais de toute façon, la clé aujourd'hui, c'est d'arriver à remotiver les abstentionnistes. C'est comme ça qu'on gagne. Il suffit de regarder le premier tour, voir le très très fort taux d'abstention. Et si un des candidats avait réussi à remotiver cet électorat abstentionniste, il aurait été au second tour directement. Le problème, c'est que l'abstentionnisme, c'est un phénomène que les gens, que la classe politique ne veut pas comprendre, ne veut pas étudier, ne veut pas se pencher sur cette question parce que c'est compliqué, parce qu'il faut s'y intéresser, prendre du temps. Donc c'est compliqué au final, malheureusement, c'est pour ça que l'abstention augmente au fur et à mesure au fil des élections, et même pour Oui, une mais élection si présidentielle. quelque part, on le sait et on le voit notamment, on l'a vu aux dernières élections, c'est que l'abstention favorise les grands partis ancrés sur le territoire finalement. Et dans une élection présidentielle, l'abstention va favoriser au candidat du système qu'est Emmanuel Macron. Donc finalement, est-ce qu'ils sont vraiment motivés à faire bouger les gens pour les faire voter? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Oh Parce non, que non, non. Macron, il sait très bien que si les gens qui ne votent pas vont voter, il perd. Ah oui, bien sûr, mais le problème, c'est que aujourd'hui,
On est à 2 jours du vote, donc tout peut changer, mais là actuellement c'est pas le cas. Actuellement, il sait que de toute façon c'est bien parti pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour revenir rapidement sur le débat du second tour, qu'il a été mauvais, mais que au final peu importe, parce que de toute façon il est dans une position où c'était lui qui avait l'avantage. Cet avantage il l'a pas perdu parce qu'objectivement le débat a été compliqué des deux côtés, compliqué pour Marine Le Pen, compliqué pour Emmanuel Macron. Au final, je ne pense pas qu'il se soit énormément préparé parce qu'il n'en avait pas besoin. Donc, comme j'ai dit, c'est pour dire la première question, ça me paraît compliqué pour dimanche, mais on ne sait jamais. Bah, écoute, on verra bien dimanche si on a le droit à une surprise qui serait sincèrement sûrement la plus grosse surprise de la Ve République, hein, de voir Marine Le Pen gagner, qu'on voit ce que le système est prêt à mettre. Notamment, tu as pu voir tous les artistes qui se mobilisent ou toute la presse. Quand on voit encore la une de Libé aujourd'hui qui incite à voter Macron. Je rappelle que pour Libé, si je ne me trompe pas, c'est en termes de tirage, c'est 3000. Je n'ai pas les chiffres. Je crois que c'est 3. Et puis il faut aussi rappeler que Macron, il y a quelques semaines, quelques mois, a offert à la presse écrite et aux médias en les général. subventions de presse écrite, ouais. Je rappelle que si Poutine en ferait que la moitié, je ne sais pas ce qu'on dirait, parce qu'il faut le rappeler, hein, une presse financée par le pouvoir, ce n'est pas une presse indépendante normalement. Si on se tient au créneau d'une démocratie saine et normale. Du coup, j'ai envie de revenir sur tu es étudiant, donc du coup, tu as vécu de plein fouet les 5 ans de Macron, les 2 ans de la crise sanitaire. Donc du coup, ma première question, c'est quel bilan tires-tu des 5 premières années du mandat d'Emmanuel Macron, et notamment pour les jeunes, pour les étudiants, quel est le bilan d'après toi? On va se concentrer sur les étudiants comme c'est plus ce qui me concerne. Oui. Objectivement, si on parle d'abord hors Covid, pas grand-chose. Pas grand-chose, sauf évidemment l'apparition de Parcoursup. Bon, Parcoursup, ça marche pas, hein, mais ça, pas besoin de grosses études pour le montrer, il suffit juste de regarder si les parents regardent ce qui se passe avec leurs enfants. Parcoursup, c'est une catastrophe, pire que APB. Outre ça, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que l'université, c'est un sujet délicat. Un sujet délicat quand on est un personnage, quand on n'est pas à l'extrême gauche, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Dès qu'on essaye de mettre en place quelque chose, on sait que les tensions se font rapidement et on l'a vu après l'annonce du second tour, directement la Sorbonne, et je parle de la Sorbonne parce que ça a été extrêmement médiatisé, mais que beaucoup de facs, même Sciences Po, bloqués pendant plusieurs jours. Donc on sait que ça s'embrase extrêmement rapidement dans les universités et c'est pour ça qu'au final, pas grand-chose à noter. Si, il y avait eu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en avait parlé, l'étude de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme dans les universités, ce qui aurait pu être intéressant, et qui était d'ailleurs, il y avait eu des enquêtes d'opinion, 2 tiers des Français étaient d'accord pour mener cette étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Bon, déjà, ça aurait été bien de préciser un petit peu le concept employé. Bon, au final, on n'en entend plus parler parce que ça a mené à rien, sûrement, malheureusement. Et à part ça, pas grand-chose, hors Covid. Maintenant, si on rentre dans la situation de crise sanitaire, personnellement, j'ai vécu la fin de ma terminale en distanciel parce qu'on était en confinement, donc ce qui fait que quand je suis arrivé à l'université pour la première fois, il y avait déjà des restrictions sanitaires. Bon.
Maintenant que on a légèrement du recul, on peut tracer un bilan sur ces années. Ça a été catastrophique, mais catastrophique. Les médias en ont parlé ça, mais je pense qu'on ne réalise pas l'ampleur de ce qu'a été de ce qu'ont été les restrictions concernant les étudiants. On a il y a quelques chiffres. On a l'INSERM qui, dans une étude, nous dit que plus de 50% des étudiants souffrent de symptômes dépressifs. Plus de 50%. D'accord. On avait des chiffres au mois d'avril 2021. Donc, quand on était vraiment de plein fouet dans les restrictions, on avait un jeune sur deux qui avait des pensées suicidaires. D'ailleurs, à ce propos, il faut rappeler que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. Oui, c'est dramatique. Ça l'est également chez dans les classes les plus pauvres de la population. Oui, même chez les Ce qui moins de compte d'ailleurs 14 les étudiants, du coup. Oui, oui, et puis même chez les jeunes enfants, hein, chez les moins de 14 ans, où ça a augmenté de plus de 70%. Donc voilà, c'est également aussi, outre les chiffres, on a également connu un phénomène qu'on connaissait pas avant, qui bon, c'est malheureusement pas très réjouissant, mais on a vu des enfants, par exemple, de 10 ans se pendre chez eux, comme ça, alors que c'était des choses qui n'existaient pas ou qui étaient extrêmement marginales. Ça allait toujours heureusement, mais on a vu ce phénomène où des enfants, même très jeunes, sans parler des étudiants, mais des jeunes de 10, 11 ans, faisaient des tentatives de suicide extrêmement violentes. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui était extrêmement marginal. Ensuite, donc ça a été un gros problème sur la psychologie des jeunes et également pour les portefeuilles des jeunes, puisque évidemment, comme il y a eu la période de confinement, les périodes où certains commerces étaient fermés, donc on a 6 étudiants sur 10 qui ont soit arrêté, soit changé, soit réduit leurs activités rémunérées. Et on constate à peu près une moyenne, les pertes moyennes donc, pour les salaires des étudiants de 274 euros par mois en moyenne, pour ceux qui avaient justement des activités rémunérées. Donc, c'est-à-dire qu'on a pénalisé des gens qui étaient déjà pénalisés. Parce que travailler pour financer ses études, c'est une charge qui est extrêmement dure à tenir. Et ces gens-là, on leur a craché au visage, sans C'est aucun vrai que remords. il faut le dire aussi que la situation des étudiants, avant même que Macron soit élu, était déjà très compliquée. Il faut aussi dire que beaucoup de jeunes filles étudiantes se prostituent. La prostitution, c'est vraiment un non-dit, parce que c'est vraiment un phénomène qui est bien plus grand de ce qui paraît. Hein. Il suffit de se renseigner soi-même, que ce soit à aller sur les réseaux ou sur différents sites, pour se rendre compte que le nombre d'étudiantes qui doivent se prostituer pour payer leurs études, donc ça, c'est un véritable drame, et c'est pas normal dans un pays comme la France. Donc oui, c'est sûr que le Covid a, n'a pas révélé un problème chez l'étudiant d'un point de vue finance, mais l'a tout simplement fait exploser. Oui, j'ai dit tout à l'heure que pendant les hors Covid, rien n'avait changé, mais c'est évidemment que la situation, elle était horrible à la base. On a vu Oui, d'ailleurs, ça c'est quelque chose c'est des images qui ont beaucoup circulé, des jeunes qui faisaient la queue devant des banques alimentaires pour pouvoir se oui. nourrir. Ça, c'est des images qui, bon, toi comme tu es plus âgé que moi, tu vas pouvoir confirmer, c'est des choses qui n'existaient pas avant et qu'on n'avait jamais vues. Bah si, on avait vu ce type d'image-là, mais ce sont des images de la France d'après-guerre. Voilà, Euh, je suis plus vieux, mais pas encore, mais pas assez vieux pour avoir connu cette époque-là, évidemment. parler de Mais ta jeunesse. et oui, mais c'est vrai que c'est effrayant ce genre d'image-là. Et on parle de la France, évidemment. Si on parlerait d'un pays plus pauvre ou d'un pays, je sais pas, je vais pas en citer un pour pas mettre en colère personne, mais c'est vrai que toutes les images de queue où il y avait des dizaines, voire des centaines de jeunes qui attendaient chaque soir pour avoir un repas, c'est effrayant. Ce sont des images, oui, qu'on ne voit que dans un pays en guerre. Voilà. Il y a aussi eu d'autres problèmes. On avait eu
Il y avait eu pendant quelques temps les repas à 1 € pour les étudiants boursiers, donc ça c'était très bien. Bon, c'est fini, hein, c'est dommage. Oui, Euh, mais d'ailleurs, sur les repas à 1 €, est-ce que pour toi, est-ce que ces repas-là étaient suffisants ou est-ce que c'était vraiment une bonne solution? Parce que repas à 1 €, alors, ça dépend toujours du repas. j'étais pas boursier, donc là ça va pas être une expérience personnelle. Ça variait beaucoup. En région parisienne, ça allait, mais j'ai eu des témoignages de gens qui étaient plus dans le sud de la France où ça c'était plus compliqué. Parce que quand on parle de repas à 1 €, donc c'est que les boursiers qui peuvent bénéficier de ça. Voilà, c'était les boursiers qui pouvaient bénéficier de repas à 1 €. Le problème sous-jacent à ça, c'est que c'est un problème où il faut fondamentalement revoir le système de bourse. Parce que il y a des gens qui ne devraient pas les toucher qui les touchent, j'en connais. Il y a des gens qui devraient les toucher qui ne les touchent pas, j'en connais aussi. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre, évidemment économiquement ça aurait été un coût, mais il aurait fallu, durant la crise, mettre les repas à 1 € pour tout le monde. Comme ça, aucun problème avec ceux qui touchent des bourses et ceux qui touchent pas de bourse. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, voilà, on a préféré mettre un pass culture 300 € pour la culture. Voilà. Bah, qu'on regarde les chiffres, donc qu'on regarde les chiffres et qu'on voit ce que les jeunes ont fait avec ce fameux pass. Je crois qu'à 75%, ils ont acheté des mangas, donc ce sont des bandes dessinées japonaises et des jeux vidéo, je crois. Finalement, ça n'a pas servi à grand chose, à part à faire plaisir aux jeunes, mais c'est encore de l'argent jeté par la fenêtre, le fameux quoi qu'il en coûte. Non, mais en soi, je ne vais pas non plus critiquer le pass culture parce que je comprends l'initiative. Le problème, c'est que, et ça, c'est un problème récurrent dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique du chèque, c'est-à-dire qu'on fait des chèques cadeaux, on fait des chèques Oui. essence, on fait des chèques alimentation, on fait des chèques culture. Sauf que le chèque, il est temporaire, il est éphémère. Et au Et final, surtout, les problèmes ne sont pas réglés, pas mais ce qui est pire, c'est que les problèmes ne sont pas réglés, mais ils donnent l'impression qu'ils sont réglés, alors qu'au final, ils ne le sont pas du tout. non, parce que l'échec, ça crée une dette. La dette, c'est ceux qui en bénéficient aujourd'hui qui vont devoir la rembourser plus tard. Et puis, il faut jamais oublier que quand le gouvernement vous donne des chèques, c'est votre argent. Oui, voilà, Donc, ça c'est sûr. finalement, il ne fait que vous rendre l'argent qu'il vous prend. Et croyez-moi, il vous en prend pas mal. Pour être entrepreneur, je passe plus de temps à payer de charges qu'à gagner personnellement de l'argent pour mon plus grand plaisir. Voilà. Donc, il n'y a pas que les étudiants qui souffrent, Oui, évidemment. non, bien sûr, mais évidemment. J'avais envie d'axer sur les étudiants, mais bon, évidemment, on pourrait faire un état général de la population, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et du coup, quel est le résultat? Parce que toutes ces mesures Covid, donc là, pour l'instant, elles ont été mises en pause pour le premier et le deuxième tour de la présidentielle. On sait très bien, et Macron l'a annoncé chez Brut, si je ne me trompe pas, qu'il allait remettre le pass vaccinal. Et en plus, bon là, pour l'instant, comme tu as pu voir, le Covid a totalement disparu. Comme par magie. On se doute bien, nous, en tout cas, qu'il va reprendre de plus belle si il est réélu dimanche. Je répète que cette vidéo est tournée 2 jours avant. Donc, du coup, qu'est-ce que toutes les mesures, qu'est-ce que toutes les mesures Covid et tout ce qu'ont souffert les étudiants, quel impact dans le futur finalement? Parce que comment certains jeunes vont pouvoir reprendre, parce que certains ont dû arrêter, je crois que c'est 7 jeunes sur 10 ont dû arrêter, 7 étudiants sur 10 ont dû arrêter leurs études, donc ça va être un retard énorme pour eux. Alors, il y a eu d'un côté ceux qui ont totalement arrêté, d'autres beaucoup de réorientation. Alors, ça, c'est pas grand-chose, c'est même pas du tout grave, mais c'est un phénomène qui a été en hausse. Qu'est-ce que ça va créer? Si moi, il y a des jeunes qui nous écoutent, si vous voulez un métier d'avenir, faites psychologue. Parce que là, on sort doucement, mais dans quelques mois, même quelques années, on va avoir un pourcentage de la population avec des problèmes psychiatriques qui va être énorme, un phénomène qu'on n'aura jamais connu avant. Ça va être énorme, le pourcentage. Parce que ça, c'est les séquelles de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va peut-être nous faire vivre si Macron est réélu, puisqu'il avait dit chez Brut, il a dit qu'il
que c'était un bon outil et qui pourrait l'utiliser. Bon, évidemment, on est en campagne électorale, donc il ne va pas dire qu'il va le remettre. Bon, au final, on sait ce qu'il en est. Donc, ça laisse donc oui des problèmes psychiatriques pour la suite et des problèmes économiques évidemment, puisque bon, 600 milliards d'euros de dettes, bon, on sait que de toute façon c'est pas remboursable, mais on continue dans une politique une politique de remboursement, même si on ne peut pas la rembourser. Donc, problème psychiatrique, problème économique, puisque de tout en plus on a détruit énormément, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. On a le chômage qui a augmenté pendant la crise, et ça c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps, donc c'est-à-dire qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est un avenir qui s'annonce compliqué, surtout pour les jeunes, pour les étudiants. C'est extrêmement compliqué de dire de dire à l'heure actuelle, est-ce que ces gens qui ont eu des problèmes psychiatriques vont s'en remettre rapidement? Déjà, est-ce qu'ils vont s'en remettre? Je suis pas psychologue, je vais pas m'avancer sur le sujet. Tu dois connaître, c'est la psychologue ou psychiatre spécialisée chez les enfants, Marie-Estelle Dupont. Oui. C'est d'ailleurs une des rares personnalités des plateaux de télé qui a alerté très tôt, très tôt sur les troubles. Alors elle, c'est plus sur les enfants, même si elle a beaucoup de jeunes, aussi de jeunes étudiants. Et pour elle, le constat est quand même terrifiant, où elle dit que les séquelles vont être irréversibles. Oui, non, voilà, c'est pour ça que moi je fais qu'on Marie-Estelle Dupont, qui est évidemment une grande dame de cette crise. Oui. On peut vraiment la remercier pour son travail. Il y a de quoi avoir peur. Hein. Il y a de quoi avoir peur parce que quand on. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Comment tu perçois le fait que finalement, dans cette crise Covid, on a très peu parlé des jeunes. Là, je parlais de Marie-Estelle Dupont. C'est finalement quasiment la seule qui l'a évoqué sur les plateaux télé. Ensuite, on a eu quelques personnalités comme Madame Palomba, directrice de Public. On a eu l'actrice aussi, dont j'ai plus le nom en tête. Laquelle? L'actrice américaine. J'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, finalement, on a très peu parlé des jeunes. On les a vraiment mis sous le tapis. Comment tu le vois ça, finalement? Comment c'est possible qu'on a laissé toute une jeunesse sur le banc? Alors, il y a déjà il y a plusieurs causes. La première qui va être simple, et parce que comme ça fait longtemps que j'y vais, je peux en témoigner. On n'a pas vu beaucoup de jeunes s'indigner contre ce qui se passait. Oui, parce que je le rappelle, tu as participé à toutes les manifestations qu'a lancé Florian Philippot depuis plus d'un an et demi. D'ailleurs, on travaille ensemble tous les week-ends, donc c'est vrai que moi aussi, tout comme toi, on a constaté finalement très peu de jeunes et une moyenne d'âge assez élevée, Alors, finalement. peu de jeunes, c'est à nuancer. Peu de jeunes en quantité, oui, mais la plupart des jeunes, donc c'est-à-dire entre 18 et 30, on pourrait mettre entre 18 et 25, ils étaient là dès le début et ils ont été extrêmement fidèles et ils sont revenus chaque semaine. Mais en effet, quantitativement parlant, il y en avait peu. Donc, évidemment que si on ne proteste pas, on ne nous entend pas, donc on s'en fout. Mais justement, quand on voit, là par exemple, entre le premier et le deuxième tour, on voit pas mal de jeunes se mobiliser sur l'écologie, par exemple, parce qu'ils considèrent que Macron n'en parle pas assez. Comment se fait-il que les jeunes, à aucun moment de la crise Covid, n'ont su se mobiliser alors qu'ils étaient simplement massacrés par toutes les mesures? Ah, mais Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été capables? c'est simple, c'est parce que l'écologie, c'est simple.
on peut faire des slogans, les mettre sur des pancartes et occuper la Sorbonne pour dire faites plus d'écologie. Mais au final, pas besoin de réfléchir. C'est un combat de confort, même si sans renier évidemment l'importance du combat écologique, mais c'est un combat c'est relativement confortable comme position. Pourquoi on n'a pas entendu beaucoup de jeunes, notamment sur le pass sanitaire, et qui après est devenu pass vaccinal? C'est une question que j'ai vu beaucoup revenir, donc je me la suis posée, parce que, et ça c'est malheureux, mais c'est le cas depuis, on peut même dire le cas depuis mai 68, c'est que la jeunesse est tombée dans le confort. Donc, à partir de là, quand Emmanuel Macron vous dit vous pouvez aller au café, vous pouvez sortir, faire des activités, il suffit juste d'aller vous faire vacciner. C'est quoi la solution de confort? C'est d'aller manifester dans les rues chaque semaine sous la pluie ou sous la neige? Ou c'est simplement d'aller se faire vacciner et hop, c'est fini? Oui, C'est la solution de simplicité. oui, puis il ne faut pas oublier aussi la pression des parents. Moi, combien je vois, par exemple, quand je vais sur Paris, je vois des parents qui n'ont pas de masque, mais les enfants qui ont le masque. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, évidemment, il y a une pression des parents. D'ailleurs, ça a donné lieu à, dans le cas où des parents divorcés ont chacun la garde d'un enfant, il suffisait de l'accord d'un seul parent pour aller vacciner Oui, l'enfant. Et c'est pour ça qu'on oui. a assisté notamment à des pressions pour que l'un des conjoints envoie plus d'argent en cas d'une pension à l'autre. Ça, c'est des situations, mais il y a de quoi devenir fou, vraiment. Comme aussi, et puis le rôle qu'ont eu les écoles, hein, on a vu plusieurs cas où les professeurs renvoyaient les élèves si, par exemple, le masque était sous le nez, juste sous le nez. Donc, l'école a joué aussi un rôle énorme. Ah bien sûr, mais le masque a traumatisé les enfants. Là, on peut revenir, Marie-Estelle Dupont en a parlé, donc Oui, je vais pas m'étaler sur le sujet. Ça, ça a été, le masque, on pourrait dire que par rapport au pass vaccinal, c'est pas important, ça a été important pour les jeunes, pour les enfants. Parce que quand on arrive en maternelle, même en primaire, et qu'on apprend donc la langue à parler, voir la bouche de son professeur, c'est important pour apprendre le français, apprendre l'élocution. Donc, on a vu effectivement, et bon, ça je suis bien placé pour en parler, des directeurs d'établissement qui faisaient du zèle, qui appliquaient déjà des choses qui n'étaient pas, qui n'étaient pas qui était non, qui était même pas obligatoire, mais qui était interdite. Par exemple, le masque a été supprimé. Quand le masque a été supprimé dans les écoles il y a quelques mois, on a vu à gauche à droite des arrêtés préfectoraux pour remettre le masque obligatoire parce qu'il y avait des cas dans les écoles, tout ça. Ces arrêtés-là, ils étaient absolument illégaux, mais ça n'a pas empêché les directeurs d'établissement de suivre. De suivre parce que c'est simple, parce qu'on obéit, on baisse la tête et ça va bien se passer. Donc ça a été, en effet, dans le cadre de l'ADE, comme on fait des actions chaque semaine devant des écoles, on a pu rencontrer les directeurs d'établissement, il y en a des très bien et je les salue. La plupart, on sentait qu'ils faisaient du zèle, mais à outrance. C'était pas forcément le cas des professeurs, c'était plus le cas des directeurs d'établissement. pour Pourquoi? se faire bien voir par le rectorat. Pour se faire bien voir, oui, parce que dès lors qu'on est directeur d'établissement, on a la prétention d'avoir une carrière même supérieure pour entrer dans un ministère, ou voilà, ce genre de choses. Et forcément, bah, c'est important de bien se faire voir. Donc, on a assisté à des scènes terribles. Oui, et puis le problème de notre époque, c'est que le courage n'est plus une vertu et qu'on a affaire à des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, ce qui est normal, hein, dans une société individualiste, c'est normal que chacun pense à son propre plan et pas à la collectivité. Et là, on l'a bien vu, faire subir ça à des enfants. On se souvient aussi des tests où ils devaient faire un test quasiment tous les jours. Oui, il y avait ça, il y avait eu, ça c'était aussi un grand moment de Jean-Michel Blanquer, un parmi tant d'autres quand il n'était pas à Ibiza, il prévoyait
Il y avait des protocoles qui changeaient à peu près toutes les semaines. Parfois, il fallait se faire tester 2 fois à la maison en autotest. Parfois, il fallait faire 2 autotests plus un test normal. Il y a eu beaucoup de protocoles différents qui n'avaient aucune base scientifique, évidemment. Et on a vu aussi des scènes où on voyait des enfants vraiment qui se faisaient tester de force parce que ils voulaient pas, parce que c'est des enfants de 3-4 ans et qu'on n'a pas testé des enfants de 3-4 ans. On les voyait vraiment en pleurs et ça c'est des. Je veux dire, j'essaye de m'imaginer parent, voir mon enfant comme ça et ne rien dire. C'est impensable. Et il y a beaucoup de parents qui ont de lourdes responsabilités, heureusement pas tous, et qui ont de lourdes responsabilités. Maintenant, bon, voilà, il va s'agir d'avancer, d'essayer de retrouver la fameuse vie d'avant qui, pour l'instant, est relativement loin. Et très loin, sincèrement, surtout que non seulement il y a le pass vaccinal, on parle d'un pass écologique qui déjà en Italie, si je ne me trompe pas, il y a le pass européen. La chère présidente l'a présenté ces derniers jours où tous les pays devront l'avoir, donc c'est vrai que le monde d'après va être un monde de pass et de QR code, donc ça va être très Oui, compliqué. et puis ça c'est encore. Il nous pensait complotiste encore raté, puisqu'on a vu, comme tu disais, en Italie, à Bologne, si je dis pas de bêtises, on a un crédit social qui se. Bon, alors, c'est sur la base du volontariat, mais bon, Évidemment, voilà, c'est d'abord un premier jet pour voir comment on réagit. bien sûr. Et tu remarqueras qu'aucun média français n'en a parlé. Il a fallu, Non. pour voir ça, il fallait aller dans des médias italiens locaux. Bah, C'est-à-dire après, si on doit attendre des médias français qu'ils parlent des vrais sujets, je pense qu'on va encore attendre longtemps. Oui, C'est vrai comme que il nous, ne parle pas de ce qui se passe à Shanghai en ce moment, par exemple. non, 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 très très peu. Finalement, le seul média, quoi qu'on en pense, qui en a parlé, ça va être touche pas à mon poste. Donc, Mais bon, je travaille, il y a oui, personne qui le fait. donc peut-être que RT en aurait parlé, mais bon, on ne pourra pas le savoir. C'est pour ça que, bon, encore un autre problème parmi tant d'autres de la Macronie. Oui, parce qu'il faut rappeler que sous couvert de la guerre en Russie, on a interdit RT France Et Spoutnik. et Sputnik, c'est vrai, parce que c'est vrai que RT était réellement une menace pour les intérêts français. Et d'ailleurs, Donc, c'était très drôle. Il y avait le débat Bardella face à Darmanin. Et Darmanin disait à Bardella, d'un ton ironique, ah bah oui, vous laisserez parler vos opposants. Non, je ne pense pas. Bon, bah écoutez, les journalistes de RT et Sputnik ont dû rire. Et et d'ailleurs, il y a Emmanuel Macron qui avait dit dans un tweet euh, concernant la guerre en Ukraine qu'il était très attaché à la liberté de la presse. ah oui. Bah, on l'a vu hein, pendant 5 ans, cette fameuse liberté. Nous, en plus, on le sait bien. C'est une chose qu'on sait bien chez les patriotes parce que ça fait quand même des mois qu'on est comme des lanceurs d'alerte. On nous traite de complotistes. Ou alors n'importe quelle personne qui va parler du Covid ou d'autres choses se voit rapidement censurée sur les réseaux. Bah, d'ailleurs, ça y est, j'ai eu la première censure sur les réseaux sociaux du compte Twitter ADE il y a quelques jours, qui était même pas spécialement un tweet agressif. Comme on fait des actions, comme je l'ai dit, devant des écoles, on prend des photos et on fait voilà, pour dire où on était, ce qu'on a fait, l'ambiance générale quand on parlait avec les parents. Et Twitter nous a supprimé, enfin, nous a bloqué notre compte et nous a demandé de supprimer la publication pour pouvoir le réutiliser. Donc, on a dû le faire, mais voilà, première censure pour quelque chose qui était pas spécialement. Je pense qu'ils n'ont pas aimé l'alliance Macron et McKinsey dans la même phrase. Ça a dû les titiller, je ne sais pas. Comme on a pu voir que le compte de Florent Philippot gagnait à peu près entre 400 et 500 followers par jour. Depuis qu'il a lancé le fameux McKinsey Gate, eh bien, son compte se voit bloqué.
On a vu beaucoup de comptes bloqués, notamment Nicolas Vidal de Oui, Twitch moi, mon qui avait été compte bloqué. sur Instagram, donc c'est le Sevroliste. D'ailleurs, je vous invite, comme sur cette chaîne, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, YouTube et sur Instagram. Et moi, j'ai pu voir une dizaine de publications sur Instagram bloquées. Même les publications les plus simples, hein. C'est Il n'y plus avait simple. Ouais. pas. Je rentre pas dans du complotisme ou je rentre pas en profondeur, notamment sur Instagram, sur certains sujets, mais il suffit de mettre une photo avec un montage et vous voyez bloqué, voire supprimé. Bon, pour l'instant, mon compte tient toujours. On verra combien de temps ça dure. Surtout si Macron, dimanche, est réélu pour 5 ans. Attention à vos réseaux. Oui, après, on a vu de différents réseaux aussi. Il y a Getter qui arrive. Il y a Getter et même il y a Telegram. On n'a Mais jamais eu de problème sur Telegram, mais je crois que. Hmm. Signal pour se parler, c'est pas encore trop Oui, Telegram pour l'instant. Après, il faut bien se l'avouer, hein, Telegram, ça reste encore un petit réseau, personne n'y va. Getter, j'y suis pas encore. Et puis il y a Odyssey, mais on m'a dit qu'Odyssey, ça fonctionnait pas du tout. pas pratique. Mais non, mais là, ce qu'il faut suivre en ce moment, c'est voir si Elon Musk va racheter Twitter. Et s'il le fait, c'est bien parti ce qu'il en fait. Il a dit qu'il en ferait une plateforme de la liberté d'expression. Si il le fait vraiment, moi, j'ai hâte que ça se passe. Connaissant la personne, ça ne m'étonnerait pas du tout. Là, pour le coup, ça ne m'étonne pas parce qu'il s'attaque lui justement aux GAFAM, hein. On l'a vu notamment aujourd'hui où il s'est moqué de Bill Gates avec l'emoji de l'homme enceinte et une photo de Bill Gates avec dans une posture peu reluisante pour lui. Oui, il a critiqué Pareil, Netflix il n'y a pas longtemps. oui, sur Netflix, parce que Netflix perd des abonnés, Je crois notamment à que, cause de toutes ces séries woke. je crois que l'action a perdu 100 dollars après le tweet d'Elon Musk. Elle est passée de 328 à 228, si mes souvenirs sont bons. Oui, et surtout, Elon Musk veut lancer sa propre plateforme de streaming et vient de racheter la licence du Seigneur des Anneaux. C'était Amazon Prime qui avait eu les droits. Donc, ils ont fait la série qui sort courant à la fin de l'année. Le problème, c'est qu'ils ont mis du woke partout dans la série. Du coup, il y avait une clause dans le contrat, parce que ce sont les héritiers de Tolkien qui ont les droits. Il y avait une clause comme quoi, s'ils ne respectaient pas la saga du Seigneur des Anneaux, eh bien, ils perdaient les droits directement. Et Elon Musk a bondi là-dessus et a racheté les droits. Donc, il va refaire une série, Le Seigneur des Anneaux, sans mettre toute cette cancel culture et toute cette culture rock. Peut-être que le salut vient d'Elon Musk. Affaire à suivre, mais bon, du moment que le salut vient, on va pas se plaindre. Ben, du coup, comment tu vois la scène politique pour les 5 ans à venir? Alors, outre le résultat de dimanche soir, on va assister, parce qu'on y assiste déjà, à une recomposition de la scène politique. Oui. On le voit parce que les partis qui sont arrivés en tête, même on peut compter Mélenchon de ça, sont des partis qui ne sont pas des partis du système. On voit à quel point les partis du système se sont écroulés. Donc, on verra ce que font donc Parti communiste, Parti socialiste, les Républicains. On va voir comment tout ça se passe, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'il y a déjà un vote hors système qui est fort. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, après, ça va dépendre du vote de ce qui va se passer dimanche soir. Soit Emmanuel Macron gagne. Si Emmanuel Macron gagne, il y a deux scénarios possibles. Soit il fait son dernier mandat et il continue la politique en pire, puisque de toute façon, il ne pourra pas faire de mandat après. Donc là, il va vraiment pouvoir se lâcher parce qu'il n'y aura pas de réélection possible par la suite. Ou alors, comme il en a parlé, il va progressivement donc se remettre un septennat renouvelable. C'est-à-dire qu'il pourrait se faire réélire encore. Et dans ce cas, on aura un mandat de la même qualité que celui qu'on a eu. C'est-à-dire d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ça, c'est pour Emmanuel Macron. Concernant Marine Le Pen, si elle gagne, elle fera son mandat. Si elle ne gagne pas, est-ce qu'elle a dit que ça serait sa dernière élection présidentielle?
faut faire attention avec ça, parce que Mélenchon nous a dit que c'était sa dernière. Maintenant, il se voit comme Premier ministre. Parce que ce que tu oublies de dire, c'est qu'il y a vraiment trois blocs. Il y a le bloc bourgeois, on va dire les vieux, Macron. Il y a le bloc de gauche et le bloc de droite, on va dire le camp national, Bah, qui divisait. c'est vrai que on a eu, bon, j'aime pas trop employer ces termes, mais grossièrement, extrême gauche, extrême droite, extrême centre. Oui, Les trois premiers partis de tête. Après, on verra. Donc, on verra ce qui se passe dimanche. On verra aussi ce qui se passe aux élections législatives. Parce que Mélenchon se voit Premier ministre. Bon, peut-être que peut-être que c'est pas sûr qu'il reste encore longtemps à la tête de la France insoumise. non, mais je pense surtout qu'il croit avoir beaucoup de députés. Donc là, ils sont une vingtaine, hein, ou 17, je crois, députés de Oui, la il espère France. gagner énormément de circonscriptions. Non, parce que quand on regarde les résultats sur la carte électorale, là où il a fait des gros scores, il ne pourra pas gagner. Oui, non, il aura pas une majorité de circonscriptions. Non, du tout. Et il repartira peut-être, s'il a de la chance, avec le même nombre. La vraie interrogation, c'est même pas la chemise, parce qu'après, Macron risque d'avoir une majorité, surtout avec l'accord passé avec Nicolas Sarkozy, qui va lui ramener à peu près 40% des LR. Le reste, c'est Wauquiez qui veut reprendre la boutique. Pour nous, en tout cas, pour notre camp à nous, c'est de savoir si le Rassemblement national, les Reconquêtes, NDA et les Patriotes seront capables de faire une alliance ou d'y aller chacun leur tour. Ce qui voudrait dire qu'au final, tout le monde risque de perdre. Et on voit que Bardella, par exemple, Bardella, via Marine Le Pen, a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance. Reconquête a fait un communiqué comme quoi il voulait faire une alliance avec tous les partis de droite. Oui, mais bah, Le actuel, en soi, oui, le RN ne fera malheureusement pas d'alliance parce que le RN ne veut pas faire d'alliance. Et c'est comme ça. De toute façon, tant que eux, ils survivent, ils sont premier, deuxième parti de France. Bon, oui. voilà, il y a Reconquête en effet qui, bon, je pense que l'élection présidentielle a malheureusement mis un coup d'air à la tête à pas mal de monde avec le score bon, honorable, mais décevant par rapport au premier sondage qu'on avait pu avoir dès le lancement de campagne, 7%. Donc il y a eu une offre d'alliance pour les législatives sur la table. Malheureusement, elle est un peu tard parce que Florian avait déjà essayé de faire une alliance pour les législatives, ça s'était pas fait, donc au final on était allé avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc on verra, évidemment qu'une alliance du camp national au sens large, ça serait extrêmement profitable. Comme ça, on aurait l'argent public, le financement public. Maintenant, Ce qu'il faut voir, en fait, c'est la dot. c'est Ok la pour dot. l'alliance, mais quel va être le montant de la dot? Parce que le problème de Reconquête, avec tous les moyens qu'ils ont eu pour la présidentielle, certains ont compris que la ligne proposée ne gagnerait jamais. Chez Reconquête, le vrai problème, c'est de savoir ce que pense Marion Maréchal Le Pen, parce qu'on sait tous que c'est elle qui va reprendre le flambeau. Tous ces hommes sont en place. D'ailleurs, on a pu voir aujourd'hui que Antoine Diers, qui était porte-parole et qui était un des directeurs de campagne, a annoncé sa démission. On sait aussi qu'il y a au sein de l'état-major des grosses tensions sur notamment la ligne. Et je pense que certains, ou même Éric Zemmour, ils ont compris trop tard. Et le problème aussi, c'est que pendant cette présidentielle, ils ont passé leur temps à tailler tout le monde. Sur le Oui, réseau. bah, Ou, ils avaient l'effet nouveauté, l'effet. oui, mais le problème, c'est quand tu passes toute une campagne présidentielle à cracher sur les autres candidats de ton propre camp, eh bien, quand quelques semaines après, tu leur proposes un accord et on y va tous la main dans la main, c'est compliqué. Marine Le Pen en a pris vraiment plein la gueule par Éric Zemmour et ses hommes. Faut voir ce qu'elle a pris. Qu'ils ont raison ou pas, c'est pas le problème. Nous, pour les souverainistes, ils en ont pas voulu un seul depuis le départ. Le seul souverainiste à Reconquête était Philippe Duvillier.
Philippe de Villiers n'a pas fait campagne. Il a dû faire quoi 5-6 tweets pendant toute la campagne présidentielle. 6 tweets, 2 interviews et parfois il était sur les photos, mais oui, là, il n'était pas dans la campagne. Non. Pourquoi? Soit parce qu'on n'en voulait pas, soit parce qu'il ne se sentait pas assez à l'aise sur les questions de Alors fond. moi, d'après mes infos, quand il est arrivé auprès d'Éric Zemmour, il a voulu placer des hommes à lui. Et il a reçu une fin de non-recevoir, ce qui l'a beaucoup refroidi. Et puis ensuite, Philippe Duvillier, c'est quand même pas un nouveau-né dans le monde politique français. Il s'est aperçu que la plupart qui traînaient autour de lui n'étaient que des droitards identitaires. Le problème des droitards identitaires, une fois que tu leur enlèves l'identité, ils n'ont plus grand-chose à te raconter. Il y a des mecs comme Collard ou comme Nicolas Bay qui sont des européistes à crever. Donc automatiquement, il a, je pense, très vite compris qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer et que la campagne était déjà morte. Oui, comme c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un d'intelligent, mais de toute façon, Oui. la ligne de base de Reconquête en 2022 ne pouvait pas marcher. Je veux dire, taper sur, enfin, répéter sans cesse que le problème c'est l'immigration, d'accord. Le problème, c'est que même si le peuple français peut être d'accord, puisque le peuple français est majoritairement contre l'immigration de masse, le problème, c'est qu'on sort de la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, c'est quand même 2 crises majeures, et même la crise russe, même si elle ne se passe pas en France, on sort de 2 crises majeures où on peut difficilement reprocher quelque chose à l'immigration, aux immigrés, aux étrangers. Et malheureusement, tu peux le répéter encore et encore. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. On a même vu pendant les Gilets jaunes et pendant la crise Covid que les gens issus de l'immigration pouvaient très bien s'intégrer au mouvement social et même pour certains en devenir des figures importantes. Donc la ligne de base, elle était. Oui, si après il y avait. Ils ont essayé. Il y avait pendant la crise Covid, avant le Reconquête, il y avait Goldnadel qui, pendant que on te demandait une pièce d'identité pour aller boire un café, disait oh, regardez, on est envahi par les migrants en France. Bon, bah, d'accord, mais bon, il y a peut-être plus important actuellement. C'est surtout qu'à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est attaqué de partout, Et c'est la première préoccupation. c'est normal. La plupart des gens ont besoin de leur voiture. Quand tu mets 100 euros dans ta voiture, quand les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires explose, ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, Oui, mais c'est normal que ce c'est soit normal. essentiel. Il y a un problème avec l'immigration. Personne ne peut dire le contraire. La chose, c'est que les Français souffrent avant tout de leur vie de tous les jours. Comment manger, comment se chauffer, comment mettre de l'essence dans la voiture. Donc oui, la ligne de taper sur Mokhtar, oui, des fois Mokhtar n'est pas très gentil, mais tout n'est En pas. faisant ça, ils ont voulu réveiller la bourgeoisie patriote, bon, qui n'existe pas, mais bon. Et en plus, qui a trahi, hein, parce que là encore, Qui a trahi parce qu'elle trahit toujours. Le oui, problème, c'est que la bourgeoisie française, d'accord, elle peut se permettre de taper sur Mokhtar parce qu'elle, elle n'a pas de problème de pouvoir d'achat. Donc elle peut se permettre, elle a le temps et de toute façon, elle a que ça à faire. Bon. Le problème, c'est qu'au final, dans les chiffres, eh ben, la bourgeoisie française, elle n'est pas allée chez Zemmour, elle est allée chez Macron. Parce que pourquoi changer quand au final on a un président qui tabasse des gilets jaunes. Bah, pourquoi changer? Ils sont très contents de ça, donc ils n'avaient aucune raison de changer. Puis, de toute façon, il n'y a pas de c'est bourgeoisie simple. française patriote. C'est tout. Pourquoi voter pour la copie quand on peut voter pour l'original? Voilà, c'est tout. Mais c'était simple à comprendre pourtant. C'était pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est très surprenant parce que Eric Zemmour, c'est quand même, on peut lui faire tous les procès du monde. C'est quand même pas un homme, c'est un homme intelligent. C'est quelqu'un qui suit la vie politique depuis longtemps, qui connaît bien l'histoire de France et qui a fait, pour moi, des erreurs de débutant. Vraiment des erreurs de débutant. Proposer cette ligne politique-là, ça ne marche pas. Je pense que ça tient beaucoup de l'entourage.
Parce que Ah oui, bah, de toute on a façon, vu, enfin, je veux dire, bon, j'ai rien toi, compris, mais moi, un peu plus, je connais bien l'état-major de Reconquête. Oui, oui, hein, ça. Dès que j'ai vu les hommes qui l'entouraient, j'ai été ouais, le premier à dire que c'est-à-dire, c'était fini. tu construis pas une pensée de parti, tu construis pas quelque chose avec Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et Gilbert Collard. Et Euh, puis surtout, Buisson, et Buisson, avec cette fameuse union, avec la fameuse union des droites. Moi, ça fait 15 ans, je suis un peu plus vieux que toi, ça fait 15 ans que j'entends que la droite va se réunir. Si c'est se réunir avec Collard ou Nicolas Bay, non merci les gars. oui, des gens qui sont des européistes convaincus, mais qui d'ailleurs ne s'en sont jamais cachés. Oui, et puis qui sont là seulement pour la caisse, hein. Bien sûr. Ils n'ont aucune conviction politique. Évidemment, de toute façon, je veux dire, 50% des gens ne savaient pas qui était Guillaume Pelletier avant qu'il arrive, et 50% des gens savent toujours pas ce qu'ils pensent. 50% de bas mot. Guillaume Parce que, Pelletier, c'est comme un des rares politiques à avoir fait tous les partis de France, hein. C'est quand même quelqu'un, force à rappeler. Et à c'est le, chaque fois, il te le dit, c'est par conviction. c'est le barathon des partis politiques, oui. Ah, c'est impressionnant, Guillaume Pelletier, c'est quand même un sacré Voilà. comédien. Le problème, c'est que maintenant, d'accord, on a une campagne où il était relativement au premier plan, mais personne n'est capable de dire quelle est la pensée de Guillaume Pelletier. Parce qu'il n'a pas de pensée, hein, tout simplement. Non, il va là où le chèque est le plus important. Voilà. Tout le Donc, monde le sait. cette ligne, de toute façon, elle a suscité beaucoup d'engouement et c'est très bien. Les militants on en a rencontré quelques-uns, ils étaient très gentils, très motivés, tout ça. Bon, bah, malheureusement, ça fait 7%. Après, va falloir vraiment qu'on se bouge pour les législatives si on veut trouver un accord. Parce que l'heure tourne, surtout si Macron, puisque ça parlait de Macron qui veut dissoudre l'Assemblée pour gagner 2 semaines. S'il le fait, s'il gagne et s'il le fait, c'est beaucoup de conditions, mais on ne sait jamais, va vraiment falloir commencer à penser aux législatives. Il va vraiment falloir commencer à réfléchir sérieusement, à travailler un minimum collectif comme ce que les bases, en tout cas souverainistes, l'électorat souverainiste attend depuis toujours en réalité, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'union souverainiste là. L'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, elle est historique, et avec Génération Frexit, elle est très bien, elle est historique. Maintenant, va falloir que les autres mettent de côté leur ego et qu'on arrive à travailler ensemble, parce que Oui, mais sinon ça comme va être tu le compliqué. sais, oui, mais comme tu le sais, comme moi, le problème c'est que la cause, en vrai, ils s'en foutent. Ils sont là pour les postes. C'est malheureux à dire, hein, qu'on soit incapable de se parler. Ils sont là pour la cause. Oui, un accord, ça serait bien, même si on n'est pas tous d'accord. Au moins qu'on y aille ensemble. Ensuite, une fois qu'on ait les postes, qu'on se mette sur la gueule, à la rigueur, ça me dérange pas. Mais au moins qu'on fasse semblant, qu'on y aille ensemble. On ait les financements publics. Voilà, c'est tout. Parce que Reconquête, si ils y vont tout seuls, ils feront rien du tout. Bien sûr que non. Rien du tout. La grande question de cette présidentielle, c'est savoir qui du Rassemblement national ou de Reconquête va manger l'autre. Bon, bah, au final, c'est Rassemblement national, donc Reconquête aux législatives, ça va être très compliqué. Oui, puis Ça va être tellement compliqué que connaissant Marine Le Pen, elle fera tout pour empêcher Reconquête. c'est sûr, à tel point que actuellement, c'est très difficile de dire si Reconquête aura un élu. C'est très compliqué de Oui. savoir. Même Éric Zemmour, attention, rien n'est moins sûr. Écoute, Marion est juste derrière lui et prête à prendre la suite, tout le monde Enfin, le sait. ce qui serait terrible, c'est que Marion soit élu, mais que Marion Maréchal soit élu, mais pas Éric Zemmour. Et Après, le problème de ça Marion, créerait une c'est que situation délicate. le problème de Marion, c'est personne ne peut dire ce qu'elle pense. Le vrai problème est là. C'est une personne ambivalente, elle a des côtés sympathiques, mais très trop européiste. Pourtant, quand, pourtant, quand tu regardes son école, l'ICEP à Lyon, tu n'as quasiment que des souverainistes. Oui, parce qu'il y a que les souverainistes qui bossent, donc évidemment. Maintenant, dans la possible recomposition des forces politiques,
c'est si Laurent Wauquiez récupère les Républicains, si Marion Maréchal récupère Reconquête, est-ce qu'il n'y aura pas une alliance entre les deux? Parce que, au final, Laurent Wauquiez, Marion Maréchal, bon, les deux sont européistes et les deux aiment pas l'immigration. Bon, ça donnera Non, une alliance, c'est une possibilité et on verra ce qu'on a toujours vu de la droite, c'est-à-dire une droite molle. ça donnera une alliance de droite molle et ça, c'est ça, électoralement, bah, ça paye pas. Ça fera une droite Ciotti. Tout dans les paroles et rien en fait dans les actes. Oui, voilà, c'est pour ça que actuellement LR, la recomposition va être intéressante à suivre. Les Aubert et les Marlex feraient bien de faire les valises parce que, à mon avis, ils ne seront pas épargnés. Ça va- Euh, C'est vrai que je leur conseille de pas beaucoup parler et de faire profil bas. oui, même de partir. Oui, Parce mais après, qu'il n'y aura pas euh, de place pour eux. Parce qu'il y aura pas de place pour eux. je suis totalement d'accord et c'est aussi à nous de savoir parler à ces gens-là. Mais le problème, est-ce qu'on est aussi capable de leur proposer quelque chose, en tout cas à la hauteur de ce qu'ils ont là maintenant? C'est compliqué. Est-ce qu'on est capable de leur parler? Est-ce qu'ils sont capables, eux, de nous parler? Ça va être, ça va être des questions qui, de toute façon, En tout cas, ça sera comment dire, intéressant de suivre ça, même quelque part plus passionnant que cette présidentielle qui était quand même assez molle. Ce qui est aussi un peu normal quand il y a un président sortant qui se représente, mais c'est vrai que Comme l'a dit Jean Lassalle, hein, bon, voilà. Tout le monde aura la référence, mais il avait bien raison, en effet. Donc, au final, on arrive à la fin de la campagne. C'était nul. C'était sûrement, de mon vivant, je n'en ai pas connu beaucoup. Mais c'était sûrement l'une des pires présidentielles de la Ve République. 5 ans de plus, voire davantage après. Bon. Maintenant, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de défaites pour le camp national. Maintenant, il va quand même falloir penser à autre chose que la caisse et avoir une vraie stratégie pour gagner dans le futur. Donc, bon, voilà. ça, malheureusement, nous, comme tu le sais, on est de simples militants. Le vrai problème, c'est nos chefs, hein. C'est à nos chefs de se bouger, de se réinventer, de se parler surtout. Parce que tu le sais comme moi, très peu se parlent finalement, voire même pas du tout. Donc qu'ils arrêtent de gérer leur petite boutique. Parce que parler de la cause et parler de la France matin, midi et soir, c'est très bien. Mais le faire dans les actes, c'est mieux. Même si, il faut le dire, nous, les patriotes, franchement, on parle à tout le monde et on ouvre la porte à tout le monde. On a plein de défauts, c'est sûr. Mais on est de moins les moins sectaires de tous. Et on a su le prouver pendant cette crise Covid, hein, tu étais à mes côtés, qu'on a vraiment invité tout le monde et que finalement très peu sont venus, hein. Je parle pour les ténors et pour les têtes d'affiche ou pour les noms les plus connus Bah, de des la candidats à la présidentielle, c'est simple, on n'a eu que Nicolas Dupont-Aignan. Et pendant l'entre-deux tours, il y a eu une seule manifestation contre Marine Le Pen. Il y en a eu des dizaines et des dizaines partout en France. On Oui, était les seuls à organiser une manifestation anti-Macron alors qu'on n'était pas candidat. C'est c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc, mais oui, on a essayé de parler avec tout le monde. On a invité tout le monde. Bon, certains n'ont pas voulu venir. Bon, c'est pas grave. Maintenant, bon, nous, on a fait, j'estime, modestement qu'on a fait le job. Maintenant, il va falloir qu'on profite de la restructuration politique pour nous aussi qu'on se parle et qu'on prévoit des choses pour l'avenir. mais écoute, je pense que c'était la meilleure conclusion à cette discussion. Je tenais à te remercier pour avoir répondu à cette interview. Mais tout le plaisir était pour moi. Pour cette première, je vous invite tous à vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche. J'aurai bientôt comme invité Florian Philippot, Pierre-Yves Rougeron qui arrive très bientôt
sur la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et puis, je referai. Donc là, cette vidéo-là est tournée, comme je l'ai dit plusieurs fois, 2 jours avant le vote de dimanche. Donc on verra dimanche, on verra dans 2 jours à quelle sauce on va être mangé pour les 5 ans à venir, même s'il n'y a pas grande surprise. Et en tout cas, nous, les Patriotes, et avec Guillaume, on va continuer à se battre. Et on ne va pas laisser Macron, s'il est réélu, passer 5 années de bonheur. On va lui pourrir la vie au maximum. Ce qui est sûr, c'est que même si le résultat de dimanche soir s'annonce décevant et le sera sûrement, bon bah maintenant on peut être triste, on peut se lamenter, on peut tout ça, mais bon, lundi matin, faudra retourner combattre. Oui, bah, je pense que le dernier mot que j'ai envie de dire à vous tous, c'est garder espoir, hein. Surtout garder espoir. Le combat politique, c'est un combat long. Ça ne se gagne pas en quelques jours, en quelques années, malheureusement. C'est un combat qui sera long. Et il va falloir qu'on le mène, ou alors il nous suffira de s'asseoir et de voir la France disparaître. Mais en tout cas, ce n'est pas notre conviction. Mais écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette interview et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à tous.